Tu peux m'expliquer pourquoi on a une pyramide de 75 sur 4 niveaux? Ah ça? Oh, on a fait ça avec des gars de l'artillerie, on s'ennuyait. Alors, pardon, hein, mais vous êtes au courant que l'ennemi est à moins de 20 km de là? Ah oui, bien sûr, on est à fond, mais bon, on n'a plus de munitions de qualité. Les nouvelles ont fait sauter la batterie d'à côté et ils nous ont fait passer le mot. Alors nous, on attend des munitions au top. Mais c'est pas une raison pour me foutre les canons en mode art moderne comme ça? Ah, c'est toujours mieux que de les laisser à portée de l'artillerie ennemie ou de les faire exploser avec de la mauvaise caillasse, hein. Et puis ça occupe. Bon, il nous reste combien de canons? Si on demande aux copains de la division de réserve, on peut en avoir 5 faciles. Parfait. On vise le 5e niveau. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série sur la Première Guerre mondiale, et cette fois on va traverser le conflit. Donc avant toute chose, laissez-moi vous donner le cadre des 5 épisodes à venir. Contrairement à la série sur 1914, là on va essayer de faire abstraction de nombreux aspects pour se concentrer sur le défi qu'a représenté l'utilisation de matériel complexe. Artillerie, aviation, chars, engins d'infanterie, la Première Guerre est connue pour avoir été une guerre de grande innovation technique et technologique. Mais on se figure assez mal les enjeux que cela pose à l'organisation militaire, tant au niveau tactique qu'opérationnel ou stratégique. Aussi, cette série va essayer d'ouvrir des concepts généraux sur l'emploi de ces matériels complexes technologiquement. Car utiliser massivement des canons aux capacités variées, des avions ou des chars, ça n'a en réalité rien d'évident, tant en ce qui touche au pourquoi qu'en ce qui concerne le comment. Donc encore une fois, nous nous concentrerons sur les Français, sur le front ouest, de 1915 à 1918. Oui, parce que sinon on n'est pas sorti. Évidemment, on reviendra sur la Grande Guerre sans problème, mais là on se concentre sur le matériel et sur l'environnement intellectuel nécessaire à son utilisation. On ignorera donc de nombreux enjeux de ce conflit, on va toujours pas s'intéresser aux autres fronts, et on va même se désintéresser des tranchées. Ou en tout cas, on va pas rentrer dans le détail de comment elles fonctionnaient. Le but étant de préparer la suite et de vous donner des clés d'analyse pour aborder des combats plus récents qui utilisent ce genre de matériel, on va traverser la Première Guerre mondiale. Voilà donc pour le cadre. Nous commençons ici par nous intéresser à l'infanterie pour discuter de la notion d'opérabilité. Et pour l'illustrer, nous allons parler des offensives de 1915 et plus particulièrement de la seconde bataille de Champagne du 25 au 30 septembre. L'année 1915 est souvent résumée à une série d'attaques françaises et britanniques meurtrières. Ce qui se comprend quand on la regarde dans sa globalité et qu'on jette un œil aux chiffres des pertes. Mais elle nous intéresse aujourd'hui car elle cache tout un mouvement d'évolution et d'adaptation, notamment dans le camp de l'Entente. Donc, contexte de cette année 1915 sur le front ouest. Avec la série sur 1914, nous avons pu voir comment un front dessiné par les tranchées a pu se mettre en place de la Suisse à la mer du Nord. Après la mise en échec des plans de toutes les puissances militaires engagées dans le conflit, l'heure est à l'adaptation face à une situation que personne n'avait prévue. Nous l'avons vu et cela est connu, la position du front est à l'avantage des Allemands puisque ces derniers occupent une partie du territoire français, d'autant plus importante qu'elle comprend des bassins industriels et miniers majeurs. Les Français ont donc une certaine motivation politique et économique à vouloir récupérer du terrain, tandis que les Britanniques sont plutôt pour une posture défensive puisque leur armée est en pleine recomposition. Mais ce qui conditionne la posture des deux camps, c'est la Russie. En effet, cette dernière a consenti de nombreux efforts pour pouvoir soulager un peu la France en 1914, mais elle a payé le prix fort. En août et septembre 1914, les Russes voient 2 de leurs armées être réduites de moitié, à Tannenberg et au lac de Masurie. Ces 2 défaites, si elles ne détruisent pas entièrement les forces russes, mettent sérieusement en danger la bonne tenue du front Est. A fortiori après Limanova en décembre, qui stoppe l'attaque russe contre l'Autriche-Hongrie. Aussi en 1915, c'est au tour des Français de soulager leurs alliés russes. En face, les Allemands acceptent plutôt l'impasse. Comme les Russes semblent être une cible plus facile, ils souhaitent profiter de l'avantage défensif pour tenir en respect français et britanniques à l'ouest, afin de concentrer leurs efforts d'attaque à l'est.
Bref, stratégiquement, 1915 est conçu par les Allemands comme une année de réorganisation et de temporisation à l'ouest, pour pouvoir mettre un terme à l'encerclement stratégique à l'est. Pour l'entente en revanche, il s'agit de monter en puissance et de tenter une percée des tranchées, tout en ouvrant d'autres fronts pour disperser les forces des États centraux. On peut penser aux Dardanelles contre les Ottomans, entrés dans le conflit en octobre 1914, au Moyen-Orient, à l'Afrique ou encore à l'entrée de l'Italie dans leur camp en mai 1915. Et sur le front ouest, après la première bataille de Champagne de décembre 1914 à mars 1915 qui fait abandonner l'idée d'une attaque globale, Français et Britanniques multiplient les attaques locales, soit pour réduire des saillants, soit pour prendre des positions avantageuses, soit pour appuyer sur des points faibles du dispositif allemand. Hartmannswillerkopf ou Vieil-Armand, Neufchâtel, Artois, Quennevières, autant de batailles qui coûtent cher en vie humaine, mais qui dessinent de nouvelles méthodes d'assaut que les Français comptent mettre à profit. On notera également l'attaque allemande sur Ypres, durant laquelle ils utilisèrent pour la première fois des gaz de manière massive. Alors vous m'excuserez, mais je vais évidemment très rapidement. Retenez cependant que les offensives de 1915, dont la seconde bataille de Champagne fait partie, ont beaucoup marqué l'imaginaire collectif des soldats français. D'elle découle l'idée des généraux bouchers, qui seraient peu avares en sang français et qui le gâcheraient dans des attaques aussi infructueuses qu'inutiles, tout en se ressemblant toutes. Il s'avère qu'au-delà de ce récit, qui s'explique parfaitement au vu des pertes, il faille nuancer un peu le constat. Au contraire, état-major et politique ont œuvré constamment à améliorer les techniques et tactiques d'assaut. En fait, chaque bataille semble témoigner d'un apprentissage et d'une adaptation réelle aux leçons des batailles précédentes. Simplement, les défenseurs également ont appris et ont sensiblement amélioré leur système de défense. Tant et si bien qu'au fil de 1915, chaque attaque faisait face à une défense mieux organisée, rendant invisibles les adaptations de chaque assaut. Il est clair que l'objectif politique de récupérer rapidement le contrôle du territoire français occupé a mené à de trop nombreuses batailles, mais ces dernières n'étaient pas gratuites. Encore heureux, mais voilà. Il faut comprendre que les contemporains à cette époque avaient l'impression à chaque nouvelle étape qu'ils avaient toutes les cartes en main pour gagner. Une forme de cette fois-ci c'est la bonne qui a amené à passer outre les nombreux morts et les déceptions. D'ailleurs, la bataille qui nous intéresse en est un excellent témoin comme nous allons le voir. Eh bien parlons-en. Celle-ci se construit après le constat d'échec des offensives précédentes. Si, à partir de mars 1915, les Français s'étaient évertués à un grignotage pour reprendre des positions avantageuses proches du front, la seconde bataille de Champagne est pensée comme une bataille de rupture, de percée. Le but est bien d'ouvrir le front allemand et d'exploiter cette ouverture par l'emploi de cavalerie qui devrait alors occuper le plus de terrain possible derrière cette ligne brisée. En cela, la doctrine offensiviste néo-napoléonienne se reconnaît bien. Notez d'ailleurs que la Champagne n'est pas choisie au hasard puisque derrière le front, on a une plaine peu coupée topographiquement, ce qui est à l'avantage d'une exploitation par la cavalerie. Cette attaque, contre laquelle les Britanniques s'opposent, est vue comme d'autant plus nécessaire puisque les Russes demandent explicitement de quoi les soulager en mai. En effet, de mai à septembre, c'est l'offensive de Gorlice-Tarnów qui voit les Allemands et les Austro-Hongrois avancer de plusieurs centaines de kilomètres. Joffre obtient ainsi l'organisation d'une grande attaque coordonnée. Cette offensive prévoit un assaut en Champagne et doit être soutenue par une bataille dans l'Artois, menée conjointement par les Français et les Britanniques, qui y engagent la bataille de Loos. Je vais ignorer l'Artois et Loos, mais c'est sensiblement la même chose qui s'y passe. Pour ne pas dire que ça se passe moins bien. En Champagne, 2 armées sont prévues pour l'engagement. La deuxième, commandée par Pétain, et la quatrième, commandée par l'Angle de Cary. En face, c'est la 3e armée allemande commandée par von Einem. Pendant 3 mois, de juin à septembre, les Français préparent leur attaque. Déjà, ils renforcent les 2e et 4e armées pour que chacune soit dotée de 4 corps d'armée, un corps d'armée colonial et un corps d'armée de cavalerie. Ensuite, de nombreux travaux de terrassement sont exécutés pour se rapprocher des lignes allemandes, passant de 1100 à 100 mètres de distance. Tout ça est exécuté par le génie, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais dont il ne faut pas effacer le rôle. Tout un travail de repérage des positions fortes, des nœuds ferroviaires, des cantonnements ou des batteries d'artillerie allemande a été exécuté grâce aux ballons d'observation ou aux avions avec prise de photos aériennes. Et enfin, la logistique s'est évertuée à concentrer vivres et munitions sur les points clés de distribution et de consommation, afin que l'attaque, une fois lancée, ne connaisse aucune discontinuité. 1100 pièces d'artillerie sont ainsi déployées entre artillerie de campagne, artillerie de tranchée et artillerie lourde. On y reviendra. Le plan est simple.
Un large front de 25 km allant d'Auberive à Ville-sur-Tourbe serait soumis à une préparation d'artillerie intense de 3 jours. La longueur du front est prévue pour empêcher les troupes allemandes adjacentes aux véritables poussées, planifiées plus au centre, de soutenir par leur feu les troupes assaillies. Les Français doivent rompre le front allemand assez sensiblement pour ouvrir un espace à la cavalerie, qui aurait alors pour objectif d'occuper le maximum de terrain dans la direction de Mézières et Douai pour couper l'île de Sedan. L'objectif final est donc à 74 km et sa prise menacerait tout le dispositif allemand à l'ouest. On perçoit une forme d'hybridation entre les conceptions d'avant-guerre et les apprentissages de 1915 dans ce plan. D'un côté, une confiance réelle dans la capacité d'offensive de l'infanterie et dans l'utilité de la cavalerie pour exploiter un succès de la charge. De l'autre, une planification minutieuse, un front plus large et une préparation d'artillerie énorme. Le problème, c'est que tout ça, ça se voit. Les Allemands ne manquent pas de repérer les préparatifs et se préparent à leur tour. S'ils sont en forte infériorité numérique, ils ont appris à rendre leurs tranchées plus fonctionnelles et les renforcent en conséquence. On a ainsi en avant du dispositif 3 à 5 lignes de tranchées avec blocos et barbelés, mais surtout, ils prévoient une seconde ligne, à comprendre comme un second ensemble de plusieurs lignes de tranchées, plusieurs kilomètres en arrière pour y masser des réserves et de quoi réagir. Ils y emploient également le principe de contrepente, qui consiste à placer les tranchées derrière une colline dans le sens de la descente, les rendant dans la pratique intouchables. Leur système de défense est donc parfaitement opérationnel pour recevoir les assaillants une fois la crête passée. Je ne vais pas insister sur les techniques de défense des tranchées, c'est un sujet à part. Toujours autant de sujets abordés, surtout que ça évolue évidemment pendant le conflit. Retenez simplement que les Allemands ont 2 zones de défense, dont une de réaction, peu exposée aux tirs de l'artillerie française. Bon, pour la bataille, il faut bien avouer qu'il va m'être difficile de vous faire un récit exhaustif. On a toujours le même problème d'échelle, puisque le point de vue de corps d'armée invisibilise forcément les combats locaux, tandis que le point de vue des sections ne permet certainement pas de comprendre l'ensemble. Donc on va se suffire d'un récit assez classique qui va donner les grandes lignes de l'attaque française et se concentrer sur quelques moments clés. L'attaque est reportée 2 fois pour être finalement ordonnée le 25 septembre. La préparation d'artillerie commence donc le 22. C'est ainsi qu'artillerie de campagne et artillerie de tranchée bombardent la première ligne, tandis que l'artillerie lourde entre un peu plus tard dans la danse en frappant plus en profondeur pour désorganiser le ravitaillement et les renforts allemands. Dans l'ensemble, les tranchées de la première ligne semblent véritablement bouleversées, mais ce n'est pas le cas des points forts organisés autour des blocos. Quoi qu'il en soit, le 24 au soir, les troupes françaises sont massées dans leur position d'assaut. Le 25, à 9h15, l'artillerie allonge son tir, ouvrant la voie à l'infanterie. Difficile de bien savoir l'effet réel de ce bombardement. Les tranchées allemandes sont inégalement profondes du fait de la nature crayeuse de la géologie de la région, mais les points forts sont d'autant plus forts. De plus, le plus difficile à passer pour l'infanterie, ce sont les réseaux de barbelés qui sont plutôt résistants aux tirs d'artillerie. Ces derniers d'ailleurs ne doivent pas être vus comme purement explosifs ou efficaces. De nombreux obus sont encore à shrapnel et il y en a pas mal qui explosent trop tôt, trop tard ou qui n'explosent pas. Bref, le matin du 25, c'est l'attaque générale, sachant que le 24 au soir, il a bien plu. Dans l'ensemble, cela se passe bien pour les Français, mais les nœuds de résistance allemands rendent l'avancée particulièrement inégale et font de nombreuses pertes. Par exemple, le dispositif de défense de la main de Massige, s'il finit par tomber sous le contrôle de la 2e division coloniale, résiste toute la journée et empêche de dépasser la crête. Les attaques en plusieurs vagues séparées de 50 à 100 mètres finissent globalement par prendre la première ligne, mais cela a un coût énorme. Il en va de même à la butte du Ménil, au Bois Jaune, au Troubico, à la Ferme des Vaques ou à l'Épine de Védégrange. Tant et si bien qu'à la fin de la journée, le front français n'a plus d'alignement entre les zones de résistance et celles où les troupes sont proches de la 2e ligne de défense allemande. À la fin de la journée, qui a été meurtrière, les résultats sont plutôt positifs. Les Français ont bien avancé sur certains points, ils ont vraiment déstabilisé la 3e armée allemande qui envisage le repli. Mais elle a payé le prix fort et elle manque désormais de force, là où les Allemands voient des renforts arriver dans la nuit du 25 au 26. En même temps, entre les 3 mois de préparation et les 3 jours de bombardement, ils ont eu le temps de voir venir et ils s'y sont plus ou moins attendus. Si l'artillerie de campagne française a pu, en certains points, dépasser la première ligne allemande pour venir soutenir les assauts contre la seconde, les points de résistance allemands désorganisent l'avancée en général. Du coup, les jours qui suivent obtiennent beaucoup moins de résultats comme nous allons le voir.
Sur les espaces les plus avancés, la contrepente des tranchées allemandes diminue l'impact de l'artillerie de campagne et les renforts empêchent de nouvelles avancées significatives. Dans le même temps, les zones fortifiées de la première ligne sont réduites ou au contraire résistent fortement. Ainsi, la deuxième armée n'avance quasiment plus, tandis que la quatrième doit gérer plusieurs saillants. Cela continue jusqu'à l'arrêt des offensives le 30. Il y aura une nouvelle tentative le 8 octobre, mais ça ne durera pas. Les renforts allemands ont colmaté les zones chaudes, tandis que les Français n'ont plus de réserve, ni en matériel, ni en hommes. Il y a tout de même un événement qui mérite d'être souligné et qui fait naître l'espoir d'une percée pendant la bataille, la prise de la tranchée des Tentes le 28 septembre au soir. Dans les secteurs des 14e et 157e divisions d'infanterie, la tranchée de seconde ligne des Allemands, dite des Tentes, est prise. Après l'avoir fait remonter à l'état-major du 7e corps d'armée, ce sont 9 régiments qui sont envoyés le 29 septembre pour élargir cette petite brèche. Mais mal coordonnée, l'attaque n'a pas empêché des renforts allemands de créer en urgence une nouvelle tranchée plus au nord, soutenue par de l'artillerie et des mitrailleuses. La nuit du 29 au 30, la brèche a été refermée, le reste n'a pas suivi. Du coup, mais vous le saviez à l'avance, l'offensive est un échec quant aux objectifs qu'elle s'était fixés. Les Français avancent entre quelques centaines de mètres à jusque 4 km sur un ensemble de front de 25 km de large. Mais cette défaite donne quelques éléments de satisfaction. Déjà, c'est une des plus grandes avancées contre un système de tranchées depuis le début de la guerre. On se dit donc que d'un point de vue méthode, on tient quelque chose. Et puis les pertes sont équivalentes. Environ 140 000, donc blessés, morts, disparus et prisonniers dans chaque camp. C'est un massacre innommable, mais l'avantage du défenseur semble avoir été compensé quand on regarde les pertes. Et avec les avancées, on compte 25 000 prisonniers allemands et la prise de 150 canons. Quand on ajoute à cela le fait que l'offensive a effectivement demandé aux Allemands de fournir des renforts sur la zone et de tirer des hommes du front Est, l'état-major en tire des leçons plutôt positives. Grâce à une grosse préparation, une massification des assauts par vagues et un front large, les Français ont obtenu des résultats. Ces derniers sont encore trop coûteux en hommes, et le matériel a du mal à suivre, ce qui fait qu'il n'y aura plus de grande offensive sur ce front en 1915. Mais il y a de quoi changer de doctrine. On précisera un autre jour, mais l'armée française passe ainsi de la percée par attaque brusquée à la conduite scientifique de la bataille. 1915 est bien la matrice de la règle qui prévaudra par la suite, l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. Et justement, cela relève de la question qui va nous intéresser aujourd'hui, celle de l'opérabilité. Un des problèmes des récits de bataille de la Première Guerre mondiale, au-delà du fait qu'ils englobent des centaines de milliers d'hommes, c'est la quasi-impossibilité de rendre compte de la variante des types d'actions de l'artillerie. Régulièrement, on parle de bombardements massifs, de barrages, de soutien, à la limite de contre-batterie, puis on passe au combat. Ce qui fait qu'on a tous une image de réglage de mire, de myriades de tirs, une tirade des affûts aux explosions affûtées. Tout cela cache pourtant tout un ensemble d'efforts et d'organisation en amont et en aval de chaque tir, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors évidemment, l'image un peu moqueuse que je vous en ai faite est à relativiser. D'un point de vue tactique, pendant la Première Guerre mondiale, l'artillerie développe un très grand nombre de types de tirs en fonction de l'effet qu'on en attend. C'est un autre sujet. Donc là, l'opérabilité, c'est quoi ? C'est la qualité de ce qui est opérable ? Oui, on peut dire ça, mais ça ne nous avance pas. En gros, c'est ce qui désigne à quel point un matériel, une équipe, des compétences sont opérables, c'est-à-dire aptes à remplir les missions qu'on peut leur donner. Ok, mais ça nous sert à quoi de parler de ça ? Si on peut s'en servir, c'est opérable, donc il nous suffit juste de remplir les conditions pour pouvoir s'en servir. D'accord, mais le problème d'une telle approche, c'est que ça efface un peu une continuité entre ce qui est opérable et ce qui ne l'est pas. Bon, je vais te laisser me dire parce que pour le moment, moi... Ok, bon, déjà un truc con qu'il faut dire, c'est que l'opérabilité dépend des missions qu'on donne à quelque chose ou à quelqu'un. Dire qu'une intelligence artificielle est opérable pour faire un gâteau, c'est un mensonge. J'ai la ref. De même pour un individu, on va pas demander à un ingénieur des ponts et chaussées de faire tourner une boulangerie. Oui, bon, quand t'as pas les compétences, ça suit pas, ok. Mais ça n'empêche pas des improvisations. L'intelligence artificielle peut toujours au moins vous trouver la recette, tandis que l'ingénieur pourra essayer de faire du pain mais de manière inefficace. Je vois pas où tu veux en venir, on devait parler de l'artillerie pendant la Première Guerre mondiale. On y vient justement. Ce que la Première Guerre mondiale apporte comme défi, c'est à la fois la difficulté tactique de dépasser le système de la tranchée, mais également la difficulté technique d'améliorer l'opérabilité de matériel complexe. Développe.
Ici, on va parler de l'artillerie, et en ça, l'année 1915 est un vivier d'exemples très riche du côté des Français. On l'avait dit dans la série sur 1914, ils avaient alors parié quasiment exclusivement sur des canons à tir direct, le 75 mm, et des obus shrapnel. Efficaces en campagne, ils se révèlent assez inadaptés pour la guerre de tranchées. Mais surtout, la situation du front à partir de novembre 1914 amène l'artillerie à devoir remplir des types de missions beaucoup plus variées que prévu. On n'est plus dans le soutien à l'infanterie ou la contre-batterie. Il faut désormais développer aussi des tirs courbes à courte portée pour frapper dans les tranchées et des tirs à longue portée pour pouvoir combattre l'artillerie lourde ennemie ou frapper leurs nœuds logistiques. Tout à coup, l'artillerie de campagne française, qui avait de nombreux atouts, dont celui non négligeable de n'utiliser qu'un seul calibre, se révèle inopérable. Enfin, vous pouvez toujours vous en servir, mais dans ce contexte, il est tout à fait inefficace. Dans ce cas, on dit qu'il est inopérant, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas la mission pour laquelle on l'utilise. C'est assez lié. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, mais il faut à tout le moins doter l'armée de nouveaux matériels d'artillerie. Et vite. Cela nourrit deux dynamiques. Première dynamique, on fait feu de tout bois dans l'existant. On récupère des canons dans les fortifications, sur les bateaux, et on ressort même les vieilleries des arsenaux avec le mortier de 15 cm dont le modèle date de 1838. Bon, vous voyez, ça fait relativiser pas mal de choses. Utiliser des matériels dépassés, ça peut tout à fait avoir un sens. Le mortier de 15 est vieux, lourd, lent, il est même pareillé. Mais dans le contexte des tranchées, il est opérable et opérant. Et à défaut de mieux, on prend. Seconde dynamique, on improvise et on reproduit ce qui fonctionne. On peut ainsi penser aux lance-mines Gattard, aux lance-bombes Sellerier et bien sûr au fameux mortier de 58 mm dit Crapouillot. Mais si on veut faire dans le bizarre, on peut aussi citer la baliste Blondel, produite à 50 exemplaires et qui propulse par force centrifuge des bombes à 250 mètres. La sauterelle d'Imphy, utilisée comme lance-grenade, ou encore, même si on n'est pas sûr que cela ait été utilisé en condition, la baliste Simon, la baliste Bon, ou encore un lance-grenade mitrailleuse. Bon, on pourrait jouer encore longtemps, il y a une quantité de petites idées, de machines, enfin tout. Même si, bien évidemment, toutes ces improvisations sont temporaires et appellent à la création de véritables canons industrialisés et adaptés aux nouveaux enjeux de la guerre de tranchées, ils témoignent d'un moment où tout ce qui était opérable, c'était tout ça. Et cela doit plus qu'intriguer ou amuser en réalité. Car le premier réflexe à avoir, quand vous voulez beaucoup de canons, c'est d'uniformiser. Ce dont témoigne le 75. Or, dès l'hiver 1914-1915, c'est une immense foire aux formes d'obus, aux calibres, aux époques de production. On prend tout et personne ne trouve rien à y redire. De fait, ça vaut mieux. À ce moment-là, il fallait vraiment une artillerie opérable et opérante, et celle d'août 1914 ne l'était plus en 1915. Donc on prend. Alors, cette foire au calibre vient surtout du fait qu'on utilise ce qu'on a, ce qui implique d'avoir de nombreux matériels différents, mais en petite quantité. Mais ça laisse une trace. Si le 75 n'est plus opérable, on l'a vu, c'est à cause des circonstances. Son problème est qu'il ne répond pas aux situations que lui impose la guerre de tranchées. Impossible de tirer en cloche depuis une tranchée dans une autre, rôle des mortiers de tranchée. Et impossible évidemment de tirer en profondeur pour désorganiser les nœuds logistiques adverses ou répondre à l'artillerie lourde allemande. Tout ce matériel rameuté en hâte est surtout là pour acter le fait que l'artillerie doit se doter d'une palette d'actions plus variée, qu'elle doit développer des branches spécialisées. Mais évidemment, cette opérabilité de pièces improvisées ou récupérées dans les places fortes et sur les navires, ça a des limites. C'est opérable jusqu'à un certain point. Pour pouvoir répondre aux Minenwerfer allemands, Gattard, Sellerier et Crapouillot ont fait le taf. Mais quand il s'agit de s'adapter aux nouvelles consommations du terrain, là il s'agirait de bien réorganiser. Et puis, avoir de quoi varier les types de tirs, c'est bien, mais uniformiser les différentes branches de l'artillerie, c'est mieux. À terme, les Français doivent donc développer des matériels spécifiques adaptés à ces nouvelles missions. Mais c'est loin de n'impliquer que la création d'une arme. Mais enfin ça va, une fois que tu as un bon mortier produit en masse en usine, tu penses bien ta logistique et puis tu as un mortier opérationnel. Alors là, tu vas bien vite en besogne. Il faut à la fois bien plus penser en amont et en aval. Genre ? Vas-y, on va jouer. Pour qu'un canon soit opérable, il faut quoi ? Des munitions. Ok, des munitions, super. Je suppose qu'en disant ça, tu impliques tout le système industriel et logistique permettant de ravitailler ton canon en fonction de sa consommation. Ok. Et ensuite ? Des artilleurs. Bravo, des artilleurs.
qui ont été formés, qui ont des outils, qui sont nourris, logés, blanchis, pas loin de leur batterie, et qui ont les relèves nécessaires. Ok, super. Et après ? C'est bon, avec ça, t'as tout ce qu'il faut. Ah donc toi, t'as un canon, un obus, un artilleur, tu le fais tirer comme ça au hasard dans la cambrousse. Fais gaffe, tu vas avoir des problèmes. Oh, t'es vache là. Ok, il faut une cible ou une direction de tir. Enfin, de toute façon, en 1915, on s'en fout. Il suffit de tirer vers la tranchée ennemie et puis voilà. Malheureux, malheureux. Au contraire, on parle ici de tout un système de commandement, de prise de décision, de communication et surtout de renseignement. Tout ça pour tirer un obus ? Que oui, tout le monde en manque en 1915. Certes, quand il y a le feu, on tire un peu comme on peut. Mais quand on a le temps, c'est ballons d'observation, avions de reconnaissance, prise de photos aériennes, détermination de cibles potentielles, bref, on tire son obus quelque part. Ah bon, ok, donc tout un système pour définir une cible, très bien. C'est tout ? Non, il en manque, mais je t'épargne. On peut à tout le moins souligner la nécessité d'un service de réparation et d'entretien. Ah oui, un canon bien entretenu tire plus et mieux. Et puis on peut toujours récupérer un canon cassé ou au moins des pièces sur celui-ci. Bref, vous avez compris l'idée. Certes, avec des obus et des artilleurs, vous pouvez utiliser un canon, mais son opérabilité est grandement améliorable par la maîtrise, l'organisation et la planification de tout un système qui soutient l'utilisation de ce canon. On pourrait aussi soulever la nécessité de se camoufler ou de se redéployer rapidement en fonction de la mission de la batterie en question. C'est un vaste sujet. La simple structure organisationnelle d'un échelon militaire peut avoir un impact sur l'opérabilité de l'artillerie. En effet, mettez le commandement de l'ensemble des canons trop bas et vous obtenez une dispersion des moyens, et mettez-le trop haut et vous obtenez des unités incapables de demander et d'obtenir des soutiens nécessaires. Il faut donc penser tout cela en amont pour laisser des batteries d'artillerie à disposition d'échelons qui pourraient en avoir besoin avec les bonnes proportions. Et pour illustrer tout ça, la seconde bataille de Champagne et en général l'année 1915, c'est très bien. Déjà, la préparation d'artillerie, c'est 300 000 obus en 3 jours, donc 100 000 par jour, ce qui, avec 1100 pièces d'artillerie, fait une moyenne de 91 obus tirés par jour par pièce. C'est assez intéressant parce qu'on a une consommation globale assez comparable à celle de la bataille de la Marne, mais loin des pics de cette dernière à 1000 obus tirés par pièce par jour. On l'a dit, mais le canon de 75 mm, s'il était opérable en septembre 1914, ne l'est plus en 1915. L'intensité du bombardement vient de la multiplicité des pièces. Ces dernières ouvrant des options plus intéressantes que le 75, mais au tir bien plus lent et fastidieux. Le canon de 75 a d'ailleurs énormément souffert d'une production industrielle sous-dimensionnée, qui, pour rattraper son retard, a un peu boosté pour pouvoir produire énormément ou commander à l'étranger des obus défectueux. Il y a toujours une balance à trouver entre vitesse de production et qualité de production. Là, c'était pas bien balancé. À l'été 1914, on a un accident de tir tous les 500 000 coups. Au printemps 1915, on est passé à un tous les 4000 coups. Résultat, du début de la guerre à avril 1915, plus de canons français sont détruits à cause des obus défectueux que du fait des tirs allemands. 570 contre 450. Certains généraux invitent d'ailleurs leurs artilleurs à ne se servir de leurs canons de 75 mm qu'en cas d'extrême nécessité. Ah oui, quand on parle d'opérabilité, rien que la qualité globale de vos munitions peut réduire au silence votre armée. Mais pour la seconde bataille de Champagne, c'est plutôt réglé. L'industrie française est clairement montée en puissance en produisant de nombreux canons et en doublant sa production d'obus en 6 mois. De l'artillerie lourde, plus adaptée, mais aussi d'autres canons de 75, d'ailleurs essentiellement produits à partir d'anciennes pièces mises hors service. Le recyclage était central. Alors, il est évident que pour l'opérabilité de l'artillerie française, le dimensionnement et la mise en relation de la production industrielle avec la consommation d'obus ont été essentiels. Je vais éviter de développer la question industrielle qui a des ramifications absolument monstrueuses, mais je vous donne un exemple. Voici un ensemble de photos de la sortie de terre de l'usine André Citroën sur le quai de Javel à Paris de mars à octobre 1915. En quelques mois, c'est toute une infrastructure et un ensemble de machines qui sont mises en place pour permettre la production industrielle d'obus, notamment par des femmes, atteignant 5000 pièces par jour dès l'été 1915, soit 7,5% de la production nationale d'alors. Bref, à la seconde bataille de Champagne, les obus commencent à être produits avec une qualité suffisante pour répondre plus ou moins à la consommation. Encore faut-il organiser les batteries d'artillerie. Bah oui, avec la multiplication des types de matériel, la destruction et les recompositions des batteries, les mouvements, y a de quoi être perdu. Par réflexe, les troupes se sont mises à nommer les unités d'artillerie par leur lieu et leurs canons utilisés.
On se retrouve par exemple avec le groupe de 155C de Saint-Médard. Mais cette approche reste limitée. En août 1915, Joffre réorganise tout ça pour donner de la cohérence à l'ensemble avec des commandements spécifiques associés aux armes techniques, auxquelles l'artillerie fait clairement partie. L'artillerie lourde, jusqu'ici plutôt improvisée, est organisée en 25 régiments. Cette organisation d'ailleurs est prévue pour absorber une augmentation du nombre de pièces à terme. Pour la formation au tir à longue portée, c'est pas encore ça. Des centres d'instruction sont mis en place, mais plutôt à partir de novembre. Oui, les Français souffrent d'un véritable retard, tant en termes de matériel que de compétences en ce qui regarde l'artillerie lourde. Ça se résorbe tardivement. Bref, maintenant que pour la seconde bataille de Champagne, on a des obus et des batteries d'artillerie organisées sous un commandement clarifié, il faut encore gérer les ressources. Quand on gère des millions d'hommes, des millions d'obus, des milliers de canons, qu'on doit avoir de quoi entretenir la tranchée, sans parler du reste du matériel, des chevaux, faut développer un truc, l'administration. Pour gérer les mouvements de toutes les ressources de guerre, pour qu'elles arrivent au bon endroit, au bon moment, etc. Bref, pour faire en sorte que l'opérabilité des différentes troupes soit maintenue avec la meilleure gestion possible. Les corps administratifs et les états-majors explosent en nombre de personnes employées. Ce qui crée un espace assez peu connu de la Première Guerre mondiale qu'on appelle l'arrière-front. On a beaucoup d'images du front, la zone de combat, de l'arrière, la zone civile. On peut aussi avoir une vision de ce qu'on appelle le front arrière, où se trouvent notamment les batteries d'artillerie et qui peuvent être sous la menace des tirs ennemis. Mais entre le front arrière et l'arrière, il y a l'arrière-front, une zone militarisée où s'affairent les états-majors et tous les services nécessaires à l'opérabilité du front. Et ça représente des dizaines de milliers de personnes qui ne connaissent pas la même guerre que les poilus, mais qui en sont des acteurs importants. Bref, je développe pas, je vous laisse essayer de vous faire une image de cet arrière-front. En attendant, nous, maintenant qu'on a les munitions, le commandement, l'administration, il nous faut encore acheminer les obus là où ils sont attendus. Ça va être le rôle des camions et des chariots de chevaux, utilisés par colonnes entières pour apporter canons, munitions, vivres, boîtes d'ardage, etc. L'utilisation en masse des camions est nouvelle, bien qu'elle soit encore loin d'être la norme. Et avec les chevaux, on les utilise plutôt pour les derniers kilomètres entre les stations-magasins et le front. Le reste, c'est le train qui fait le travail. Alors là, pareil, énorme sujet que le rail pendant la Première Guerre mondiale. Mais comme je dois bien vous donner une idée des efforts consentis pour mettre en opérabilité l'artillerie avant la seconde bataille de Champagne, on doit bien y passer. Vous vous en doutez, le transport de base des troupes, des munitions et des canons eux-mêmes sur de grandes distances, c'est le train. Il faut donc de quoi construire des rails, de quoi réparer des rails et de quoi gérer, distribuer et agencer tous ces flux d'hommes et de matériel. À l'échelon armé, on a donc les stations-magasins, où entre 2 et 3 000 hommes sont employés pour gérer les besoins de 300 000 troupes. On y trouve de tout, avec par exemple une centaine de fours de boulangerie. Ces stations sont tellement grandes qu'elles ont leur propre petit réseau ferré pour relier les bâtiments entre eux et les zones de chargement et de déchargement. À plus petit échelon, ce sont les gares régulatrices qui prennent le relais et qui gardent en permanence des wagons remplis de munitions ou de vivres pour pouvoir les envoyer au front rapidement en cas de demande express. On les appelle les en-cas mobiles. Ainsi, pour l'offensive de Champagne, les 3 mois de préparatifs utilisent à plein le réseau ferroviaire qui remplit à la fois des rôles de transport, d'entreposage et de répartition. 1100 trains sont mobilisés entre juillet et septembre 1915. Du 25 au 30 septembre, ce sont 264 trains qui apportent des renforts aux ailes. Et après la bataille, pour répartir les troupes, 772 trains sont utilisés durant octobre. Pour vous donner un ordre de comparaison, les préparatifs de la bataille ont demandé autant de transport que les 5 premiers mois du conflit. Bien évidemment, tous ces trains ne servent pas exclusivement à permettre à l'artillerie de bien fonctionner pendant le bombardement et la bataille. Et ça soulève un point assez complexe de l'opérabilité, c'est que c'est un effet structurel, global. Il y aura toujours des canons détruits, des batteries en manque de munitions momentanément ou des artilleurs incompétents. Ce qui compte, c'est que l'effet global de l'artillerie soit maintenu. On peut pas dire en voyant un canon cassé que l'artillerie n'est pas opérable. Par contre, si la maintenance ne suit pas et que le nombre de canons opérables diminue petit à petit, là on a un problème. Pareil pour les munitions, le commandement et toutes les dimensions qu'on a vues. Une arme particulière qui permet de montrer cet environnement nécessaire à l'opérabilité des pièces, c'est l'ALVF, l'artillerie lourde sur voie ferrée. L'ALVF, ce sont de gros canons sur wagon. D'abord développés à partir de pièces de marine, des pièces particulières sont produites explicitement pour l'ALVF, comme le 190 mm Schneider en 1915, tirant à entre 10 et 15 km, 4 coups toutes les 5 minutes. Et oui, garder sur rail les gros canons, c'est vachement pratique, surtout quand le réseau ferré est développé comme il faut près du front.
Bon, pour les canons de marine, il a fallu adapter un système d'encaissement du recul, parce que ces derniers étaient prévus pour des navires, ce qui pose pas les mêmes questions d'opérabilité. Mais la LVF profite du fait qu'elle reste sur rail pour se développer intelligemment. En effet, à chaque canon sur rail qu'on dit sur un affût truck, vient son wagon de munitions derrière. Pour pousser la cohérence, chaque batterie d'ALVF a pour son personnel ses wagons de cantonnement, ses wagons cantines, son infirmerie, ses bagages, etc. Bref, un train d'ALVF est parfaitement autonome et peut se ravitailler en passant dans les gares régulatrices, faisant qu'il est extrêmement aisé de le faire changer de théâtre d'opération. Ainsi, chaque batterie d'ALVF se déplace avec son environnement la rendant opérable, commandement excepté. C'est un exemple particulièrement transparent et assez séparé du reste pour être souligné, mais il serait temps pour nous de conclure. On va résumer. L'emploi d'une technologie, ce n'est pas seulement la belle machine qui fait un truc super bien avec de belles caractéristiques. On l'a vu avec le 75 mm, super canon d'un point de vue performance, mais finalement moins opérable qu'un mortier du siècle précédent dans la situation des tranchées. Un objet technologique, ça vient avec tout un environnement, une structure qui permet de l'utiliser efficacement dans la longueur, de réagir à ses dysfonctionnements, etc. Cette notion d'opérabilité, vous le sentez, elle est aussi applicable pour nous. Une chaudière, par exemple, ne vaut que dans un pays où gaz et électricité sont acheminés de manière à peu près continue, où il y a des pièces de rechange, des gens capables de les réparer, des immeubles construits en conséquence. Je sais pas pourquoi je prends l'exemple de la chaudière, mais voilà. Il y a d'ailleurs derrière chaque technologie toute une dimension sociale et politique. Pour le canon, pour ne vous donner qu'un exemple, rendez-vous bien compte que son utilisation n'est rendue possible que par l'existence d'une population éduquée. Sans parler de tout le tissu ouvrier qualifié ou facilement qualifiable, ce qui a fait que de nombreuses femmes ont pu prendre le relais rapidement pour produire des obus en quantité. C'est ce qui fait que dans sa conception, un ingénieur ne doit surtout pas se contenter de créer un produit parfait techniquement. Il doit l'inscrire dans un environnement donné, ou au moins définir à quoi cet environnement devrait ressembler. C'est-à-dire s'adapter à des conditions qui sont rarement réductibles à des mesures chiffrées ou quantifiables. De ce point de vue, les ingénieurs maritimes et les ingénieurs fortificateurs s'y confrontent depuis la Renaissance. Mais alors vous me direz que je n'ai pas parlé d'un point important, la détermination des cibles et la reconnaissance. Et vous auriez raison, mais c'est aussi parce que cela relève de l'aéronautique et que c'est encore mal organisé en 1915. En effet, il faut attendre novembre de cette année pour voir la fondation des services de renseignement de l'artillerie, le SRA. Tout un système associé aux corps d'armée et aux armées qui s'occupe de produire et de traiter des renseignements avec du matériel spécialisé, comme les ballons d'observation ou les avions photos. Mais ça, je le réserve pour l'épisode suivant. Car maintenant que nous avons dit que tout matériel ou personnel devait venir avec un environnement adapté pour le rendre opérable, il nous faut aborder la question de la pensée en amont de cet environnement et de sa mise en cohérence consciente. Je n'en dis pas plus. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.